Samantha, sa maman, quand je l'ai interviewée, elle m'a de suite dit c'est ma 4e grossesse. Mais le premier enfant, je l'ai perdu. C'était une petite fille, elle avait une malformation qui a été détectée durant le 2e trimestre de la grossesse. Le temps de faire tous les examens, on a dû faire une interruption médicale de grossesse tardivement. C'était très traumatisant comme expérience. Après, elle avait eu un 2e enfant en parfaite santé, un 3e enfant en parfaite santé. Et là, une 4e grossesse inattendue. Et immédiatement, elle a senti, et son mari aussi, que c'était l'âme de la première petite fille qui revenait cette fois-ci. C'était une évidence pour elle. Mais là, ce qui était troublant avec la maman de Samantha, c'est qu'elle avait eu 2 grossesses après, puis qu'elle n'avait jamais senti ça. Mais là, la 4e, c'était ça. Et puis, nous recevons les rapports des médiums. Et puis, dans les rapports de médiums, chose très frappante qu'on n'avait pas eu dans les autres, Samantha nous dit je connais déjà bien cette famille-là. Je suis déjà venue. Je reviens. La première fois, j'ai été un accident de parcours. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et s'il était possible de communiquer avec l'âme des bébés avant qu'ils naissent, qu'aurait-il à nous dire ? Voici la question à laquelle a tenté de répondre mon invitée, Marie-Julia Guittier, sage-femme et docteur en sciences de la vie et de la santé. Dans cet épisode, nous allons parler d'une enquête scientifique extraordinaire durant laquelle 10 médiums se sont connectés aux âmes des bébés encore en gestation dans le ventre de leur mère. Marie-Julia nous explique à travers cette interview sa démarche et quelques-unes des merveilleuses conclusions de cette étude. Un grand merci à toi Marie-Julia pour ce travail véritablement incroyable. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonjour Marie-Julia et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment très heureux de te recevoir pour parler de toi, bien sûr, et du livre que tu as publié aux éditions Très Daniel très récemment, d'une expérience, d'une enquête, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas c'est un concept que moi j'ai beaucoup apprécié. On va en parler évidemment en détail, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours et de comment tu en es arrivé à ce projet d'expérience? Bonjour Xavier, merci pour l'invitation. Comment j'en suis venue à ce projet? Écoute, ce projet, si je commence un petit peu par la fin, comment il est arrivé? Il est arrivé, en tous les cas, pas en cherchant un projet parce que je m'ennuyais puis que je savais pas quoi faire, mais pas du tout. Il est arrivé un matin où je faisais une méditation. C'est une habitude que je fais chaque matin, autant que possible. Et puis, cette idée de recherche scientifique est arrivée dans mon esprit, comme ça. Est-ce qu'il serait possible de communiquer avec l'âme des bébés durant la gestation? Comment faire se rencontrer la science et la spiritualité et la parentalité? Et quand cette idée est arrivée, je l'ai d'abord balayée de mon esprit, en fait. Enfin, j'ai tenté de le balayer de mon esprit parce que j'ai tout de suite compris que ça allait être tellement compliqué de faire une recherche scientifique sur un sujet comme celui-là, que dans un premier temps, par paresse et facilité, je me suis dit non, 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 ma vie professionnelle est bien installée. Je ne vais pas me lancer dans une expérience aussi complexe et périlleuse que ça. Mais en fait, ça ne m'a plus quittée. Ça restait dans mon esprit tout le temps et j'ai fini par comprendre que si je ne le faisais pas, je ne vivrais moins bien que si je le faisais finalement. Et c'est parti de là. Donc, j'ai commencé par chercher de la littérature scientifique. Quand on fait de la recherche, on commence toujours par lire sur le sujet qu'on veut explorer pour voir ce que d'autres en ont dit. Et sur les moteurs de recherche scientifique habituels, je n'ai rien trouvé. Rien du tout qui parlait d'une éventuelle conscience prénatale, déjà de l'existence d'une conscience prénatale et encore moins d'une conscience prénatale avec laquelle on pourrait communiquer.
Donc, ne trouvant rien au niveau de la science, je me suis tournée vers les livres. Je dirais retourner parce qu'en fait, il y a un livre qui, je pense avec le recul, avait semé une graine importante pour moi pour faire cette recherche. C'est un livre qui s'appelle Les Neuf Marches, qui a été écrit par Anne Givaudan et Daniel Meroy. Je crois il a été écrit dans les années 2000, mais moi, il est arrivé entre mes mains vers 2010, en fait, au moment où je commençais une thèse de doctorat sur le tas. Et ce livre, en tant que sage-femme, m'avait quand même bien interpellée. Parce que pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu, Les Neuf Marches raconte la rencontre entre les deux auteurs, Daniel Meroy et Givaudan, qui sont des personnes avec de multiples capacités que la majorité des êtres humains n'ont pas, qui ont rencontré dans un de leurs voyages métaphysiques une petite âme sur le chemin de l'incarnation, qu'ils appellent Rebecca, et qui leur a proposé de les accompagner pour leur raconter ce qui se passait chaque mois, donc les 9 marches pour les 9 mois. Et ce livre m'avait vraiment, oui, ébranlé, percuté par rapport, je faisais des liens avec ma pratique de sage-femme, avec ces regards des bébés que je trouve très profonds dès la naissance, où j'ai tout le temps ressenti qu'il y avait quelque chose, une présence particulière chez les nouveau-nés, sans savoir d'où ça venait. Donc, ce livre m'a inspirée quelque part. Je me suis appuyée majoritairement sur le livre Les 9 marches pour me dire, allez, on va essayer de vérifier tout ça avec la science. C'est marrant que tu parles de ce livre-là parce que c'est vrai que c'est la réflexion. Alors ce livre, moi aussi, beaucoup, beaucoup marqué, Les Neuf Marches. J'ai vraiment, vraiment apprécié cet angle de vue qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Et en lisant du coup ton livre, j'ai tout de suite fait le lien en me disant, tiens, ça semble être la continuité quelque part Mhm. des Neuf Marches. Oui, oui, on peut le dire comme ça. C'est une continuité en incluant la science, chose qu'il n'y a pas dans le livre des 9 marches. C'est une expérience subjective de deux personnes. Il y a beaucoup de livres qui parlent du même sujet que le mien, mais où la science ne s'est pas invitée. Donc, le plus de mon livre, c'est que c'est en premier une aventure scientifique. Ok. Avant de rentrer dans la méthodologie de travail, parce que c'est vrai et d'ailleurs c'est très palpable dans ce livre, il y a vraiment toute une méthodologie qui est très détaillée. Avant d'y rentrer, j'ai une question sur les sages-femmes en général, puisque c'est le monde duquel tu viens Mhm, mhm. et celui que tu connais très bien. Est-ce que il y a cette croyance ou cette conviction de la conscience des bébés et des bébés en gestation chez les sages-femmes de manière générale? Je peux absolument pas dire oui ou non de manière générale parce que aucune idée n'est générale dans l'humanité, hein, Évidemment. quelle que soit la profession. Bien sûr qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui sont ouvertes comme moi à cette sensibilité-là, à ces questionnements-là, bien sûr. Mais il y en a aussi qui ne le sont pas du tout et j'en côtoie au quotidien. Hmm. Ok. Parlons donc de la méthodologie de travail et de cet aspect scientifique, parce que qui dit aspect scientifique dit rigueur de travail, dit méthodologie extrêmement, je dirais, rigoureuse. Comment toi, tu as abordé cet aspect-là? Hmm. Alors, je voulais discuter avec Daniel Meroy et NJ Vaudan, mais je n'ai pas réussi. J'ai essayé de les contacter, je voulais avoir un brainstorming avec eux pour leur demander conseil sur comment, selon eux, explorer ça avec la science, mais je n'ai pas pu avoir cette discussion. Par contre, en cherchant leurs contacts sur Internet, vous savez, hein, les algorithmes qui nous proposent des choses similaires, hein, j'avais vu le livre d'une autre auteure qui s'appelle Sylvie Ouellette et qui a écrit un livre qui s'appelle Bienvenue sur Terre, qui est assez différent, mais qui parle aussi du sujet de l'arrivée des enfants sur la Terre. Donc, elle, québécoise, j'ai réussi à rentrer en contact avec elle.
Et j'ai commencé à discuter comme ça, en fait, avec des personnes qui semblaient intéressées sur ce sujet, qui avaient un petit peu réfléchi. Et l'évidence est assez rapidement apparue que il fallait travailler avec des intermédiaires. Si on voulait tenter de communiquer avec l'âme des bébés, ou la conscience, on l'appelle comme on veut, comment faire? Comment faire? Alors, je n'ai pas, enfin, en équipe de recherche, après, par la suite, on a continué cette réflexion. On n'a pas réussi à identifier une façon de faire autre que celle-ci. On aurait pu peut-être interroger des enfants parce que certains auteurs disent que jusqu'à 7, 8 ans, les jeunes enfants sont encore capables d'avoir des mémoires Hmm. de ce monde d'avant. Mais Oui, c'était les plus compliqué. réminiscences. Hmm. Et puis en tant que sage-femme, pour moi, ça faisait plus de sens de travailler durant la gestation. Et donc ces personnes intermédiaires que j'appelle médiums dans le livre, dans l'article scientifique aussi, on a eu la chance de publier cette recherche, les résultats de cette recherche dans un article scientifique, ce qui était pas gagné d'avance avec un sujet comme celui-là. Méthode. Plusieurs des médiums qui ont participé à l'étude n'aiment pas beaucoup se faire appeler médium parce que c'est un terme qu'ils trouvent mal utilisé parfois. Donc, ils préfèrent dire qu'ils sont des personnes hypersensibles ou douées d'un sixième sens. Mais c'est un peu long. S'il fallait à chaque fois que je parle d'eux dire les personnes hypersensibles ou douées d'un sixième sens. Donc, on a décidé de les appeler médiums. Pardon pour ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Donc la méthodologie, elle a commencé à se dessiner comme ça. Bon, ok, il faut des intermédiaires médiums. Après, moi, la médiumnité, même si je connais un peu comme toutes les personnes qui s'intéressent à plus grand que ce monde visible, ce n'est quand même pas mon milieu. Donc la difficulté a été de comment, inclure pour l'expérience des bons médiums, entre guillemets, parce que il n'y a pas de CV comme pour toute autre profession. Alors, constituer l'équipe des médiums, on a dû se baser sur le bouche à oreille, sur la réputation. Et le chiffre magique qui nous semblait bien pour travailler avec des médiums, c'était 3, pour pas que tout repose sur une seule personne, Bien sûr. pour pas nourrir un ego personnel aussi, et pour diversifier la nature, la richesse des données collectées, des dialogues éventuels, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas s'il y aurait quelque chose. Hmm. Et c'était aussi en s'appuyant sur les recherches d'une auteure américaine qui s'appelle Julie Béchel, qui, qui travaille dans un centre aux États-Unis qui s'appelle le Windbridge Institute, qui travaille sur le pont Windbridge, et qui a fait beaucoup de recherches sur la médiumnité et comment utiliser les médiums dans la recherche. Alors ça, c'était vraiment une bible pour nous, parce que Eh oui. autant il n'y avait pas de recherche scientifique sur la conscience prénatale, autant il y avait plusieurs recherches sur les médiums et comment communiquer avec les médiums, comment utiliser les médiums pour communiquer dans les processus scientifiques. Donc, nous nous sommes servis de ces recommandations. Et puis, ça allait aussi dans le sens de travailler avec des équipes de plusieurs personnes pour diversifier les canaux, en fait. Ouais. Mais oui, c'est ça qui doit être difficile parce que, alors la médiumnité, c'est un sujet que j'aborde en long, en large et en travers dans ce podcast. Et on sait bien qu'il n'y a pas une médiumnité qui se ressemble en fait d'un médium à un autre. Il n'y Mm. a pas une perception qui est la même. Oui, Chacun a son code qui est très spécifique. oui. Comment est-ce que quelque part, ben, ce côté subjectif de la Mm, médiumnité, mm, on l'agglomère pour faire quelque chose de cohérent et d'homogène en fait. mm. Euh, c'est en fait l'analyse de nos données. Si on parle de cette partie-là, c'est comment on a procédé pour analyser les données. Mais peut-être avant de passer à l'analyse des données, je continue avec la Oui. séquence du protocole. Parce que une fois que l'équipe était constituée, donc cette équipe, petite anecdote sur la constitution d'équipe des médiums, parce que du moment où on a commencé de vouloir constituer l'équipe des médiums, c'est comme si le monde invisible se mêlait de la recherche C'est toujours et comme qu'il ça. se passait des choses inattendues.
Et en recherche, on n'aime pas tellement les choses inattendues, on aime bien écrire les choses carrées, puis on ne bouge plus une virgule. Donc, on avait écrit 3 médiums. On n'était pas censé bouger une virgule de ça. Et puis, en fait, il se trouve que j'ai cherché beaucoup de financement pour faire cette recherche de façon plus confortable pour moi, pour les médiums qui participaient. Euh, je n'ai pas trouvé. J'ai frappé à plusieurs portes, je n'ai pas trouvé. C'est toujours difficile de trouver des financements pour des sujets de recherche. Déjà dans notre domaine de la naissance et la parentalité. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé une fondation en Suisse qui s'appelle la FREP, la Fondation pour la recherche en périnatalité, pour pouvoir récolter des fonds privés pour aussi faire de la recherche dans ce domaine qui est un peu mis de côté par la science pour plein de raisons. Et donc, je n'ai pas trouvé d'argent pour faire une recherche sur un sujet comme celui-ci. Une fois que j'ai annoncé à mes 3 médiums que je n'avais pas de fonds, 2 sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas travailler bénévolement et il n'y a aucun problème avec ça, c'est normal, quoi. Mais en partant, ils m'ont donné d'autres noms de médiums que eux connaissaient comme très compétents, très, dans leur milieu connu. Et en fait, les médiums sont arrivés comme ça dans la recherche d'une façon non contrôlée, je dois le dire, parce que on est très vite revenu à 3, mais tout à coup 2 de plus sont arrivés, puis encore un, et puis 3. Puis en fait, on s'est retrouvé avec 10 médiums, une équipe de 10 médiums. Et ça, c'était pas du tout prévu à l'origine. Mais c'était difficile de leur dire non parce qu'il y avait une sorte de loi d'attraction qui faisait qu'ils arrivaient, ils étaient d'accord de travailler bénévolement, ils avaient envie de faire l'expérience. On n'a pas identifié vraiment de raison de leur dire non, plus qu'aux 3 premiers qui étaient arrivés en fait. Hmm. Mais ça a énormément augmenté le nombre de données collectées, donc la charge de travail, puisque 10 médiums qui tentaient de se connecter sur chaque famille bébé qui rentrait dans l'étude, ça nous a donné au total 137 rapports à analyser, et ce qui était initialement prévu. Et donc, on Ouais, était tous bénévoles et on faisait ça sur notre temps privé. ouais, Après, pour quand même clarifier ce protocole de recherche encore, ce qu'on a prévu est fait. Là, on n'a rien bougé de ça. C'est que l'objectif était d'avoir des indicateurs, des choses vérifiables pour que ce soit une recherche scientifique. Donc, on avait imaginé interroger les parents, enfin les femmes, en premier lieu. Les papas sont arrivés petit à petit, on en parlera peut-être, mais c'était une très jolie surprise aussi, l'arrivée des papas spontanément dans cette recherche. Mais au début, la collecte était prévue avec uniquement des mamans, en leur faisant parler de leur grossesse, de est-ce que le prénom était déjà choisi, leur faire décrire leurs caractéristiques physiques, leur caractère, l'environnement où allait arriver bébé, est-ce qu'il y avait déjà des frères et sœurs, des animaux de compagnie. Bref, des questions dont on se disait que si on les posait à l'âme du fœtus, hein, si on posait les mêmes questions, on devrait pouvoir vérifier est-ce qu'il voit maman, est-ce qu'il peut la décrire, est-ce qu'il connaît son caractère déjà, est-ce qu'il voit s'il y a un chat ou 2 chiens, est-ce qu'il voit s'il y a déjà des enfants, est-ce qu'il voit s'ils habitent dans un immeuble ou au bord d'un lac, dans la nature. Le protocole a été bâti comme ça. Donc d'un côté, on interrogeait les mamans. Les mamans ne rencontraient jamais les médiums. Ça, c'était une partie du protocole non négociable. Mais je suis toujours très attachée à cette idée que les médiums ne doivent pas interagir avec les couples durant une grossesse. C'est important pour garder la magie de ce qui doit se passer avec la rencontre de l'enfant. bien sûr. Je profite là tout de suite puisque j'aborde ce sujet pour dire que cette recherche et les résultats et tout ce qui est présenté dans le livre, ce n'est pas du tout une proposition d'un nouvel accompagnement des grossesses Hmm. avec des consultations de médium, surtout pas. Ne faites pas ça à toutes les futurs parents qui peut-être nous écoutent. Ne faites pas ça, c'est pas souhaitable pour plein de choses. D'une part, on a pu mesurer 69% de choses vérifiables comme véridiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a donc 31% qui sont fausses. Donc il y a quand même une chance sur 3 que ce qu'on vous dise soit une erreur, d'une part.
Ensuite, il faut être très attentif à ce qu'on peut nous mettre dans la tête sur des choses qui ne sont pas vérifiables immédiatement, telles que le caractère du bébé à venir, telles que sa mission de vie éventuellement, des choses comme ça. Pour moi, c'est délétère de rentrer dans des choses comme ça, parce que ça va modifier le regard sur l'enfant à la naissance. Même si c'est juste, on n'a pas à projeter dès le départ des choses comme ça sur l'enfant. Il faut laisser le libre arbitre de chacun, le présent, les événements qui arrivent, sculpter un chemin de vie et pas chercher à le maîtriser. Oui, Et tu parlais de magie tout à l'heure, s'il y a un peu de ça, en fait, c'est garder la magie de cet instant et oui, de tous ces moments qui vont venir oui, ensuite. oui, oui. Nous, on l'a fait dans un contexte expérimental, vraiment pour Bien sûr, répondre à cette question de recherche. Mais il ne s'agit pas d'un encouragement à le faire, hein. bien sûr. Donc, les parents ne rencontraient jamais les médiums. Mais une fois qu'un couple arrivait dans l'étude, moi, je disais à toute l'équipe de médiums, bah voilà, il y a un bébé qui arrive, donc on va l'appeler bébé test numéro un, bébé test numéro 2. Il ne savait guère plus de choses que ça. Et avec l'équipe de recherche, nous avions bâti une grille d'entretien, en fait, comme si on allait faire un interview avec une personne physique, où on posait des questions dont on pouvait vérifier les réponses. Donc, peux-tu nous parler de ta mère, ton père, tout ce que je viens d'expliquer tout à l'heure? Et après, entre chercheurs, eh bien, en fait, on regardait ce qui matchait, ce qui croisait. On le faisait à trois. Donc, les trois chercheurs, c'était Renaud Evrard, qui est un doctorat en psychologie et qui fait beaucoup de recherches sur ce sujet que lui appelle les expériences dites exceptionnelles, aussi sur les expériences de mort imminente. C'est un grand chercheur, il a beaucoup d'expérience dans tout ça. La deuxième, c'est Magali Eckermann, qui est une gynécologue obstétricienne en Belgique. L'équipe est internationale, hein. La France avec Renaud Evrard, la Belgique avec Magali et la Suisse avec moi. Et puis, on a aussi travaillé avec une Américaine, Elane Vabé, qui est la directrice d'un centre de recherche en Californie sur la conscience, les états modifiés de conscience. C'est un centre qui fait beaucoup de recherches, qui a des doctorants, qui publie dans des journaux internationaux vraiment de bonne qualité. Et j'ai été en cherchant des partenaires scientifiques, hein, c'était aussi une autre aventure, ça, de trouver des partenaires scientifiques, parce que voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand je suis arrivée vers eux et que Elane Vabé m'a fait un premier entretien, puis que je lui ai expliqué mon projet, elle était complètement stupéfaite, je dirais, en me disant, waouh, mais on n'a jamais pensé à ça, quoi. Dans notre institut où on travaille depuis 1973, cet institut existe. Il a été créé par un astronaute, Edgar Mitchell, qui, en revenant de la Lune, d'une expédition sur la Lune, a sans doute eu une expérience spirituelle. Je connais pas trop les détails de tout ça, mais je sais que c'est lui, en revenant, qui avait la conviction qu'il fallait créer un centre de recherche sur la conscience de la plus grande cosmique, planétaire, individuelle, humaine et plus petit qu'humain. Et il a créé ce centre IONS qui existe toujours. Donc, c'est une jolie histoire aussi. Mm. Donc, suite à cette discussion, Hélène Vabé, elle a eu le même réflexe que moi. Elle a été vite chercher dans tous les moteurs de recherche avec des mots-clés pour trouver quelque chose. Et puis, elle m'a dit, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est fou, quoi. Personne n'a jamais pensé à étudier la conscience depuis l'origine de la vie. On le cherche toujours à la fin, après la mort ou durant les expériences de mort imminente. Mais donc, ce focus sur le début de la vie il était temps qu'il arrive. Alors, on vérifiait ensemble, enfin, avec les trois francophones, hein, puisqu'Hélène Vabé a eu un autre rôle. On vérifiait ensemble si on était d'accord que ce qui était dit par une maman matchait avec ce qui nous avait été rapporté par une âme fétale. Des fois, c'était évident. Par exemple, ma mère a les cheveux noirs, lisses, et puis des yeux bleus. Bon, bah, voilà, c'était vrai, c'était facile à vérifier. Ou des fois, même des types de caractères qui étaient très précis, où la maman s'était décrite exactement comme ça. Et ça, c'était à peu près 70-72% de toutes les données qu'on avait, qui étaient facilement, le consensus était assez évident. Après, dans un quart des cas, 24% exactement,
on devait interpréter. Et, et là, c'était moins facile. Mais ça fait partie, en découvrant les messages reçus à travers la médiumnité, ça fait partie du tableau. C'est pas spécifique à notre recherche. Bien sûr. Les médiums ont des flashs, ont des images, des fois des phrases, mais après, ils doivent décrypter. Et nous, chercheurs, on devait, dans 24% des situations, décrypter ce que le médium avait décrypté. Je vous donne des exemples parce que peut-être ça parle pas en disant comme ça, mais on a eu par exemple, mon prénom est doux. Mon prénom est doux. Ça veut dire mon prénom est doux. Ah oui, Alors, dans oui, le livre, je ouais. raconte les 11 histoires. Les 11 ont un prénom puisque je raconte vraiment en détail tout ce qui s'est passé pour chacun, chacune. C'est bien sûr des prénoms faux, hein, c'est d'autres prénoms que la réalité. Mais prénom doux, voilà, il fallait 3 pour se dire, est-ce qu'on est d'accord que c'est un prénom doux? Oui, c'est très subjectif. Ça, c'était subjectif. Donc, le fait d'être à 3 chercheurs pour se dire, on accepte que c'est un prénom doux, oui ou non. Je trouve que là, on a accepté parce qu'il y avait beaucoup de voyelles et puis pas de R, S, T, V, enfin, toutes Oui, sauf que ça suppose, enfin, j'allais dire un biais, potentiel biais qui fait que on sort un peu de l'aspect scientifique vérifiable, Alors purement, ça, concrètement euh, vérifiable, quoi. oui, ça c'est de l'interprétation. Ça fait partie de la science. Dans la science, il y a plein de strates de façons de faire la science. Il y a effectivement des choses ou des indicateurs, c'est noir ou blanc, vrai, faux. Et puis parfois, on a besoin d'interpréter. Et c'est pour ça que la science a prévu la méthodologie de recherche de le Hmm. faire à plusieurs chercheurs quand il y a besoin d'interpréter pour être sûr que ce soit pas un cerveau qui décide que oui, c'est doux parce que j'ai envie que ce soit doux pour que ça matche et tout ça. Hmm. Là, surtout, Renaud Évrard était très dur sur ce point-là, hein, quand on a accepté c'est qu'on était vraiment tous les trois d'accord. Un autre exemple, c'est Archibald qui nous a dit que des petites mains se posaient sur sa tête. C'était bizarre. Donc, quand on a eu ce rapport de médium, on ne savait pas trop quoi faire avec des petites mains se posent sur ma tête. Sauf que l'interview de la maman, très spécifique dans ce sens-là, nous a expliqué que son bébé était en siège. Donc, il avait la tête en haut. Et quand les gens touchent un utérus d'une femme enceinte, hein, ils mettent jamais la main au-dessus de la symphyse pubienne, bien sûr, ils la mettent plutôt vers l'estomac, sous l'estomac, la partie bien haute. En fait, quand ils font ça, ils touchent la majorité du temps le dos ou les fesses du bébé, ils touchent pas la Hmm. tête qui est, Bien elle, sûr. dans le bassin de la maman. Mais là, quand les mains se posaient sur l'utérus, bah, oui, effectivement, ils touchaient la tête. Donc, il n'y a pas eu d'autres bébés en siège dans notre corpus de 11 femmes et c'est le seul qui a dit des mains se posent sur ma tête. Donc, c'est de l'interprétation dans le sens où on aurait préféré qu'ils nous disent je me présente en siège, comme la maman nous avait dit il est en siège. Mais c'est peut-être Hmm. pas un langage qui est possible de dire depuis là où Archibald s'exprimait. Donc, c'est par des images qu'il a pu nous faire comprendre qu'il voulait nous dire qu'il était dans cette position assez rare durant la grossesse. Après, il y a un autre exemple. On a pu nous dire, mon papa vient du... Comment c'était? C'est quelqu'un qui vient du soleil et de la mer. Mon papa, c'est quelqu'un qui vient du soleil et de la mer. Dans l'interview des parents, ce papa nous dit qu'il vient de l'Italie Hmm. et qu'il vivait au bord de la mer. Bon, il nous a pas dit qu'il y avait du soleil, mais que voilà. Donc c'est, ah ok, On donc peut le c'est de deviner. l'interprétation. Il nous a pas dit Ouais. papa est italien. Hmm. Vous voyez, donc, dans un quart des cas, c'était comme ça. Encore un autre, il y en a plein en fait, hein, parce que sur 1500 codages, Lucie nous avait montré à médium une alliance et un calendrier. Donc, quand on voit une alliance et un calendrier, on pense à un mariage. Mariage, évidemment. Sauf que moi, j'avais déjà fait l'entretien avec la maman de Lucie qui m'avait absolument pas parlé de mariage et je me dis que c'est quand même assez important pour enfin, elle m'en aurait parlé si ça devait être un événement concomitant à la grossesse, quoi. Lors du deuxième entretien, parce que je faisais toujours un deuxième entretien avec les parents quelques semaines, mois après, pour voir comment la grossesse évoluait, pour aussi vérifier justement certaines choses qu'on avait reçues des premières tentatives de communication avec les médiums.
qui méritait vérification, qui avait pas d'enjeu de déstabiliser les parents en posant la question. Ça servait aussi à ça. Les parents devenaient des partenaires de recherche pour l'analyse. Ça, c'est assez à la mode en ce moment, donc on l'a vécu aussi. Et j'ai même pas eu le temps, en fait, de lui parler de mariage que la maman de Lucie, à la première question, je commençais toujours, comment te sens-tu aujourd'hui? Est-ce que ça va? Elle me dit, ah, je suis fatiguée parce que je pense pas que je t'en avais parlé, mais il y a quand même un petit stress cette semaine. On va se marier avec le papa. Ok. Ok, Alors j'ai dit, bon, bah, j'allais te demander justement, j'allais parler de ça. Donc ça, excellent. c'était fort. Concernant les prénoms, je reviens aux prénoms. Bon, on avait ce prénom Jou à interpréter, mais on a eu aussi des choses avec les prénoms. Ça a toujours été. On n'a jamais eu un prénom direct. Hein, ça a toujours Ouais. été des images. Hein. On a eu un qui nous a dit mon prénom, c'est une étoile ou vient d'une étoile. Ou un rapport. Mon prénom a un rapport avec une étoile. Bon, le bébé, il n'était pas né à ce moment-là. Mais quand on a eu après quand on a fait l'analyse de l'entretien que j'ai fait avec les parents, moi, j'avais même pas tilté, en fait. Les parents m'avaient dit le prénom du bébé. Et j'avais pas, c'est pas un prénom d'une étoile évidente. Et j'avais Mhm. pas tilté. C'est en analysant à trois que un de nous trois, je crois que c'est Renaud, là, qui avait dit, mais c'est une étoile, ça. Et waouh! Ok, donc on l'a validé comme vrai. Mon prénom a un rapport avec une étoile. Oui, ce prénom, c'était le nom d'une étoile. Et une autre fois, on a eu un mystère quand même. Mon prénom, il y avait un grand L et le 3. La médium nous avait dit, il me montrait un grand L et le chiffre 3. Ok. Mais il se trouve que le prénom originel du bébé commence par un L, quand même majuscule, et puis il y a trois lettres qui suivent. Mhm. Alors, ça, c'était très joyeux. Cette recherche s'est vraiment déroulée sur la joie tout le temps, hein, que ce soit la complicité des parents qui avaient choisi de participer. Les entretiens que nous avions étaient très joyeux, très chaleureux, mais aussi l'analyse avec les médiums était très, très joyeuse parce qu'on avait l'impression d'être des détectives quand il fallait interpréter les choses comme ça. Puis des fois on était d'accord, des fois on l'était pas. Et il y a une petite anecdote aussi avec durant cette analyse, on était bien accompagnés parce que il se trouve que Magali était enceinte quand elle a commencé de participer à la recherche. Et puis elle a accouché durant la recherche. Et puis après, donc, elle participait aux analyses avec sa petite fille qu'elle allaitait. Et sa petite fille, elle l'a appelée Luz, la lumière en espagnol. Elle est belge, hein, pourtant, mais voilà, la petite s'appelle Luz. Et il se trouve que Renaud avait eu lui aussi une petite fille quelques mois avant. Et il l'a appelée Alma, âme. Et pendant l'analyse, Pas très exprès. souvent, ils se connaissaient pas, enfin, ils se connaissaient, c'était incroyable, quoi. On était trois, mais en fait, on était cinq parce que les deux avaient sur leurs genoux Alma et Luz. Donc, pour les interprétations, on avait l'âme et la lumière avec nous. C'était trop drôle. Ouais, vous avez bien été accompagné, quoi. Ouais, c'est ça. Dis-moi, Donc, tu parlais, toi, tout à l'heure, tu sais, de ce livre, Les Neuf Marches, qui t'a inspiré sur cette démarche initiale. Euh, Parmi tout ce que tu as recueilli et que tu as pu digérer, on va dire, toi, de toute cette étude, est-ce que tu as la sensation que l'état de conscience de ces âmes avant incarnation est, comment dire, est si complet que ce qui est décrit dans les neuf marches, est-ce qu'ils ont cette connaissance, cette conscience de tout ce qui les attend? Est-ce qu'ils ont effectivement ce chemin de je vais à la rencontre de mes parents, je vais les choisir en quelque sorte? Est-ce que ça se déroule en fait comme les neuf marches nous le présentent? assez, hein, assez quand même. On leur a posé d'autres questions que les questions vérifiables. Ça a été l'ajout vraiment de Elan Evabé aux USA. Quand je lui ai envoyé le protocole avec nos questions carrées, vérifiables, elle a dit très bien, parfait. Mais ce serait dommage de faire une recherche comme celle-là et de pas poser des questions dont on ne pourra pas vérifier les réponses, mais qui seraient comme un enseignement ou en tous les cas une curiosité. De- de- voilà, ce serait dommage. Qu'en pensez-vous?
Et ces questions, les propositions, c'était peux-tu nous dire si tu as choisi tes parents? Est-ce que tu peux nous dire si tu sais pourquoi tu viens sur Terre? Est-ce que c'est toi qui as choisi de venir sur Terre? Est-ce que tu as une mission particulière que tu connais déjà? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce qui se passe là où tu es actuellement, dans peut-être un entre-deux-mondes? Comment ça se passe pour intégrer ton corps physique? Enfin, voilà, elle a fait une série de questions comme ça qui, finalement, dans l'entretien que les médiums intermédiaires, le dialogue menait avec ces consciences, il y avait 9 questions vérifiables et 9 questions dont les réponses étaient non vérifiables. Mais ça, c'est aussi de la science à première vue, même si on l'a pas publié cette analyse-là dans l'article scientifique, parce que il fallait, ces deux sujets étaient déjà très rare et on a publié que la partie science dite dure où ça matche pas avec des statistiques et tout ça. Mais cette partie d'analyse des questions, des réponses aux questions non vérifiables, c'est aussi de la science qu'on connaît qui appartient aux sciences humaines, aux sciences sociales, assez injustement appelées sciences molles parce que ça paraît péjoratif alors que ces sciences sont autant valables que les autres et qui consiste à, non pas à chercher la vérité de ce qui est dit. Cette méthodologie-là, elle est employée pour aller faire des entretiens avec des personnes pour leur faire parler d'une expérience. J'ai fait ça plusieurs fois dans ma carrière de chercheuse sur le vécu de l'accouchement, sur le vécu de tellement de choses en fait, mais ça peut aussi être le vécu d'une expérience de mort imminente ou d'un accident de la route. L'objectif, il n'est pas de chercher si c'est vrai ou pas, ce que disent les gens, mais de comprendre le sens qui peut être donné à leur vécu subjectif et en faisant parler plusieurs personnes sur un même sujet, voir si des choses arrivent de façon assez répétitive quand même chez plusieurs personnes et l'interpréter comme ça en des thèmes qui ressortent. On peut jamais affirmer que c'est une vérité vérifiable, mais plusieurs personnes disent que ça. Et ça, c'est de la science aussi, hein. Donc, c'est l'analyse des réponses aux questions non vérifiables, on a procédé comme ça. Bon, j'étais plutôt seule pour le faire parce que cette recherche se faisant sans budget, Magali et Renaud, je les ai pas embarqués encore en plus là-dedans parce qu'on a déjà travaillé tellement longtemps pour faire Ouais. tous nos tableaux de comparaison des 137 rapports avec les 11 bébés et tout ça que c'était trop. Donc, toute cette partie-là risquait de rester dans un placard, enfin dans un dossier informatique, hein, comme on fait maintenant. Et ça aurait été dommage. Et c'est vraiment l'opportunité qui m'a été donnée de traduire cette recherche dans un livre pour le grand public, qui a été l'opportunité de ressortir ça pour me dire, allez, il faut en profiter quand même là. Il faut que ça aussi se soit diffusé auprès du grand public, sinon ça ne sera pas fait. Donc, je l'ai fait seule, mais avec une expérience que j'ai personnellement dans ce type d'analyse. Et pour répondre à ta question, oui, il y a beaucoup de messages qui ont été donnés dans le sens de j'ai choisi mes parents, tous en fait, hein, sur nos 11 avaient choisi leurs parents, pour différents motifs. Des fois, on a eu 2 cas très troublants qui semblent être des réincarnations d'enfants qui étaient décédés dans cette même famille et puis qui reviennent. Alors ça, c'était une surprise, c'était absolument inattendu d'être confronté au sujet de la réincarnation en ayant écrit ce protocole au départ. Mais c'est Samantha et Noan. Alors si je raconte un petit peu ces 2 expériences-là. Donc Samantha, sa maman, quand je l'ai interviewée, elle m'a de suite dit, c'est ma 4e grossesse. Mais le premier enfant, je l'ai perdu. C'était une petite fille, elle avait une malformation qui a été détectée durant le 2e trimestre de la grossesse. Le temps de faire tous les examens, on a dû faire une interruption médicale de grossesse tardivement. C'était très traumatisant comme expérience. Après, elle avait eu un 2e enfant en parfaite santé, un 3e enfant en parfaite santé, et là, une 4e grossesse inattendue. Et immédiatement, elle a senti, et son mari aussi, que c'était l'âme
de la première petite fille qui revenait cette fois-ci. C'était une évidence pour elle. Bon, moi, je l'écoutais, évidemment, dans une posture de non jugeante et il y avait plein de choses dans ma tête de sage-femme qui trottaient en même temps, où on sait que les parents qui ont perdu un enfant ont quelque part envie que celui-ci revienne quand il y a une grossesse qui suit, puis on essaye de les détacher de ça, pour donner la vraie place à l'enfant qui arrive, qui est probablement pas ce qui revient, mais en fait, j'en sais rien. Mais là, ce qui était troublant avec c'est la maman de Samantha, c'est qu'elle avait eu 2 grossesses après, puis qu'elle avait jamais senti ça, qu'elle avait jamais Eh eu oui. ces pensées-là. Mais là, la quatrième, c'était ça. Bon, d'accord. Donc l'entretien, il est fait comme ça. Et puis nous recevons les rapports des médiums. Et puis dans les rapports de médiums, chose très frappante qu'on n'a pas eu dans les autres, Samantha nous dit je connais déjà bien cette famille-là. Je suis déjà venue. Je reviens. Et encore un exemple, elle disait, la première fois, j'ai été un accident de parcours. C'est quand même pas rien, ça, de dire j'ai été un Oh. accident de parcours quand on connaît l'histoire de la maman. Alors, on peut pas prouver que Samantha, c'est l'âme de cette petite fille qui Bien sûr. revient en tant que telle, d'une preuve que personne ne pourrait contester. Mais on a des faisceaux de concordance qui sont très troublants entre le vécu de cette femme, de ce couple, et puis ce que cette âme nous a dit. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'histoire de Noan. Alors, Noan, sa maman, elle a aussi perdu un enfant quelques heures après sa naissance. C'était un petit garçon, plusieurs années avant. Et puis, bon, elle avait fait tout un parcours très compliqué, bien sûr, suite à un événement comme celui-là. Le papa, ils se sont séparés, donc elle a rencontré un nouveau partenaire, et puis là, elle est de nouveau enceinte avec plein de peur de cet accouchement à venir, plein de stress. C'est encore compliqué. Mais elle a, elle aussi, cette intime conviction que c'est l'âme de son premier enfant qui revient. C'est un couple qui est très, elle et son mari, ils sont très ouverts. Ils utilisent beaucoup les cartes pour communiquer avec leur guide, avec aussi leur enfant qui arrive pour avoir des réponses. Et suite à la perte de son premier enfant, elle avait consulté une médium pour avoir des réponses, pour essayer de parler avec cette âme qui était partie pour comprendre pourquoi. Et elle avait eu des réponses qui lui disaient que elle, en tant qu'âme, n'était pas prête, mais que elle, maman, n'était pas prête non plus. Et puis que l'environnement n'était pas celui qu'il fallait pour qu'elle arrive à ce moment-là, mais qu'elle reviendrait. Elle lui avait dit ça. Donc, bien sûr, ça a créé quelque chose dans l'esprit de la maman de dire une chose comme ça. Alors, c'est là où il faut être très prudent dans l'interprétation des Bien choses, sûr. mais c'est le vécu de cette femme. Et ce qui est surprenant, c'est que le nouveau papa est lui aussi intimement persuadé que c'est l'âme de l'enfant de sa compagne qui revient, alors que lui, il ne la connaissait pas quelque part. Mais il l'a vu en rêve, il a eu beaucoup de communication en rêve avec cet enfant qui arrive, qui lui a dit qu'il revenait, et puis qu'il avait choisi lui, et puis que maintenant la famille était constituée comme il le souhaitait. Et ça, c'était troublant. Maintenant, les rapports de communication des médiums avec Noan, eh bien, ils allaient dans ce sens, en fait, où il disait qu'il connaissait cette maman, qu'il venait, quoi, il revenait sur le terrain, il disait qu'il revenait pour retrouver l'énergie de cette maman. Et puis, il nous a dit aussi qu'il la connaissait, qu'il était venu se présenter à elle déjà 5 ans auparavant. Il y avait une durée en années, ce qui est rare. Et quand j'ai refait le deuxième entretien avec ces parents-là, j'ai demandé à cette maman, c'était quand exactement la première histoire dramatique? Et elle me dit, c'était il y a 5 ans. Waouh, ok. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, Et c'est bah oui, beau. C'est beau. c'est C'est très beau, beau. hein. C'est Très beau. beau, c'est vraiment c'est troublant. Alors on peut pas l'affirmer noir sur blanc.
c'est un témoignage de réincarnation vérifié, valide, mais chacun se fait son opinion en lisant ça, en écoutant ça. Chacun se fait son opinion. Ouais. Mm. Il y a une autre question qui m'a beaucoup interpellé, moi. Tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure, mais elle m'interpelle parce qu'elle fait vraiment écho avec mon travail quotidien. Ça parle des missions de vie. Alors, mission de vie, moi, j'aime pas trop ce terme parce que ça parle un peu d'injonction. C'est plus des motivations à la réincarnation. Et tu parles dans cet ouvrage, dans les réponses qui te sont données, de trois types de missions. La mission individuelle, ce qu'on vient Ouais, travailler ouais, pour soi. ouais, La mission familiale, entre guillemets, on vient ouais, travailler ouais, sur l'héritage familial, ouais, ce qui est des choses qui se transmettent dans l'arbre. ouais, Et ouais, puis, une mission collective ouais, à ouais, vraiment plus grande échelle. Et ça, ouais. c'est fou parce que c'est d'une telle correspondance avec mon quotidien. C'est vrai? C'est Ah, très interpellant, en chouette, c'est fait. très intéressant ça. Eh ben voilà, ça c'est intéressant de croiser aussi avec ton expérience. Tu rencontres aussi ça. Ah, j'ai ça tout le temps en fait, Ok, tous les jours, dans toutes les séances, ok, avec à travers médium ou pas, mais d'accord. effectivement la confirmation qu'il y a plein de raisons qui font qu'on peut venir s'incarner. Mhm, Évidemment, la plupart du temps, on vient travailler quelque chose pour soi, qui fait écho mhm, à des choses qu'on a déjà travaillées par ailleurs ou des mhm, thématiques qu'on vient mhm, approfondir. Mais aussi, on vient travailler sur des héritages familiaux qu'on choisit du coup, puisque mhm, évidemment on choisit ses parents, donc on choisit aussi cet héritage. mhm, Et puis, il y a quelque chose de plus grand, souvent, pas toujours, mhm, mais il y a mhm, quelque chose de souvent plus grand qui est mhm, d'ordre collectif, mhm, d'apporter une vibration, quelque chose mhm. qui peut être parfois simplement un état d'être, pas de faire, mais de la Ouais, manière dont on va ouais, regarder le monde, interagir avec ce monde. Euh, et qui est, en fonction des profils d'âme, on va dire, qui viennent s'incarner, de leur vécu, de leur vibration, mhm. voilà, qui se déploie. Ah, c'est très intéressant et merci beaucoup pour ce témoignage qui apporte une petite pierre de force de plus pour nos résultats scientifiques. Ça fonctionne souvent comme ça, comme un puzzle. Chacun apporte un petit peu, puis Bien à la sûr. fin, on a une big picture, comme on dit, plus nette des choses. Il en faudra encore, bien sûr, mais ça y contribue. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a eu tout à fait ça. Ça semble très complexe, hein, imbriqué. On n'a pas eu de témoignage qui disait uniquement, moi, je viens que pour travailler quelque chose de personnel, sans nous parler d'autre chose. On avait à chaque fois plein, sur plusieurs plans pour chacune des âmes qui arrivaient. Et comme tu le dis, justement, oui, ça pouvait être que, par exemple, on avait un exemple, c'était apporter de la douceur dans le monde. Quand tu parlais de qualité, de vibratoire, d'un état d'être et pas forcément faire, la douceur pouvait être annoncée comme ça. Et puis des fois, c'était plus concret. On avait, bon, de toute façon, je ne dis pas les prénoms pour toute cette partie-là pour préserver les familles participantes, c'est égal. Mais une âme participante qui nous a dit qu'elle venait pour aider à rapprocher les mondes, qu'elle avait déjà un grand esprit scientifique et puis qu'elle travaillera dans ce domaine-là plus tard. Alors, on aurait la curiosité de pouvoir les suivre C'est ça. 40 ans pour voir ce qu'ils font de leur vie, mais peut-être ce sera possible, j'en sais rien après tout. Ouais, Voilà, c'est vrai c'est qu'on a eu beau. des... Et j'ai pu discuter suite à ces résultats-là et en écrivant, en voulant écrire le livre pour comprendre tout ça, j'ai cherché. Alors, j'ai lu des choses dans des livres, mais il y a Dolores Cannon qui a beaucoup travaillé sur Bien ce sûr. sujet-là, hein. Mais j'ai aussi contacté un homme aux États-Unis aussi, mais cette fois-ci côte Est, qui s'appelle Robert Schwartz, qui a écrit beaucoup de livres dans Courageous Soul, Âme les âmes courageuse. courageuses, J'en parle tout le âmes temps dans le podcast. courageuses et d'autres livres. Et lui, il travaille, son travail, c'est d'aider les gens par l'hypnose. Bah oui, toi qui fais de l'hypnose, je comprends, bien sûr. C'est ça. Voilà, je dis. Ça y est. Et il aide les gens à faire cette régression dans leur vie fétale et même avant. Mhm. Et j'ai pu échanger avec lui. Alors, il fait pas de statistiques du tout. C'est dommage. J'avais envie qu'il en fasse un peu, qu'il fasse un peu des classements et tout. Ça, c'était la scientifique qui était un peu frustrée sur le moment. Mais il a fait des analyses plus fines que moi.
Hmm. Dans mon livre, je les détaille, hein. Lui, il a Ouais. distingué cinq motifs de, d'incarnation. Je me rappelle pas de tous comme ça, mais il y a des choses en lien avec le karma, Hmm. il y a des choses en lien avec expérimenter les contrastes, il y a des choses en lien avec l'expérience de l'amour inconditionnel, il y a des choses en lien avec la réparation des traumas. Et il m'a quand même donné ces choses-là dans la discussion, et puis j'ai pu retrouver ça dans un de ses livres aussi, un petit peu plus Ouais. tôt. Mais c'est effectivement souvent un livre que je conseille, avec évidemment tous ceux de Laurence Cannon, qui nous a Mhm. ouvert le chemin sur Ouais, cette pratique-là. ouais, Mais les livres de Robert Schwartz sont très bien documentés, ouais. notamment Âme courageuse, qui est vraiment Mhm. un livre dont Mhm. je parle tout le temps. Et puis C'est la vrai. version française pour moi de ce travail qui est aussi ben là, qui est issu de médiums qui ont canalisé des âmes venaient expliquer leur parcours de vie et leur compréhension de tout ce qui s'était passé. C'est Suis ton âme, elle connaît le chemin de Virginie Bobet et Violette Mhm. Germont, qui est D'accord. pour moi Je l'ai pas lu ah celui-ci. bah Il y a écoute, tellement de livres. il faut vraiment le noter celui-là. D'accord. C'est le Ok. prochain sur la liste. Euh, Oui. Et pour toi, revenir au livre, ouais. tout à l'heure, on n'a pas parlé, mais par rapport à la réincarnation, il y a quand même des super livres à lire aussi. Ah vas-y. Les livres de Jim Tucker et Ian Stevenson, qui sont des chercheurs aux États-Unis qui ont travaillé sur ces enfants qui parlent, en fait, qui Hmm, racontent leur vie antérieure et qui ont cherché à vérifier, qui ont fait ce travail d'enquête pour aller vérifier ce qui était dit. Et ils ont fait plusieurs livres qui sont très intéressants sur ce sujet-là. Patrick Drouot aussi, qui est plus connu en France, hein, des vies antérieures aux vies futures. Et puis Myriam Gablier aussi en France, qui a écrit un super livre qui s'appelle tout simplement Réincarnation, je crois, de mémoire. Si vous voulez en explorer ces sujets, ben merci, Marie-Julia, parce que je sais que profitez. les personnes, les auditeurs du podcast sont assez intéressés d'avoir ce genre de sources, donc c'est Oui, bien bien noté. sûr, il faut enrichir, il faut lire plusieurs choses de tous les côtés, puis il faut toujours garder son discernement. Hmm, Moi, j'invite les futurs lecteurs de mon livre à garder cette posture de discernement tout le temps. bien sûr. Ça nous parle pas. Est-ce que c'est correct ce qu'ils ont fait? Est-ce que je trouve que c'est ça, ils auraient pu faire mieux comme ci, comme ça. Il faut garder sa souveraineté de pensée et de compréhension. Ben écoute, merci, c'est vraiment un conseil que je trouve très précieux. Euh, et j'ai envie de terminer cet épisode, Marie-Julia, en te posant une question par rapport à toute cette expérience, toute cette enquête, toute cette recherche que tu as effectuée. Euh, quelles sont les choses qui, toi, tu vois, où tu t'y attendais pas, quelque part, en allant explorer ce champ de conscience? Quelles sont les belles surprises que tu as pu avoir et que tu gardes de tout ce travail qui est, encore une fois, je le dis, un travail incroyable, d'une densité, d'une rigueur qui force l'admiration. Ouais, là, Xavier, tu vas avoir un petit problème avec ton émission parce que si tu me poses une question comme ça, il y a eu tellement de surprises, tellement de découvertes que je vais repartir pour 30 minutes, hein. Bon, Allez, on on va en a faire un déjà effort de parlé. synthèse. La première surprise, je dirais, ça a été qu'il y ait une réponse, tout simplement, en fait, qu'on reçoive ces dialogues, que ces dialogues aient lieu. C'était quand même un questionnement, un vrai questionnement au début. Et ça, c'était très joyeux. Ça m'a énormément touchée. J'ai été beaucoup touchée aussi par la teneur de ces dialogues. Quand on le lit dans le livre, il y a souvent de la poésie, il y a une forme de sagesse dans ce qui est annoncé, qui est très joli. On sent aussi l'amour pour les parents qui ont peut-être été choisis. Je dis peut-être parce que j'ai quand même une pensée pour les personnes qui ont peut-être eu des parents maltraitants ou une enfance très difficile et puis Bien sûr, qui se diraient comment ça, j'ai choisi mes parents, c'est pas possible. Mais bon, c'est un sujet délicat et nous, on avait des familles qui étaient très aimantes de leur enfant. Donc, ça, c'est un biais de sélection en recherche. Peut-être qu'on aurait eu d'autres bien sûr, discours, mais là encore, on n'a pas la réponse. Et peut-être qu'à un certain niveau, mais en allant très très haut, en prenant énormément de distance, certaines expériences difficiles sont choisies, effectivement, pour comprendre, pour une évolution quelconque.
Bien sûr. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui m'a touchée? Bah, déjà, ça, c'était très important. Après, les choses inattendues, on en a parlé, c'est ces témoignages de réincarnation, peut-être, qui étaient, qui étaient très touchants. Aussi, de jumeaux perdus, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on a quand même eu 30% des âmes, des bébés qui nous ont dit qu'au début de la grossesse, elles n'étaient pas seules, mais qu'elles étaient les seules à grandir. Et ça matchait avec des femmes qui nous disaient, ah, au début de ma grossesse, j'ai perdu du sang, j'ai vraiment cru que je faisais une fausse couche. Donc là aussi, il y a des livres super intéressants par le couple Osterman, un jumeau perdu, et puis comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, Humbert, Claude Humbert, Un seul être vous manque, ou peut-être c'est l'inverse, les titres, mais en tous les cas, c'est ces deux auteurs-là. Ça aussi, c'était très touchant pour moi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais ouvrir la Sinon, on est porte sur reparti. encore d'autres choses. Il y a Eh aussi bien, peut-être des passages des... Non, j'arrête là, sinon je repars pour trop. ok, Marie-Julia, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Et puis, eh bien, je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre, Expérience de naissance imminente. Une étude passionnante, très bien documentée, évidemment, vous l'avez compris à travers ce que vient de nous dire, ce que vient de nous partager Marie-Julia. Et ben, je vous remercie, comme d'habitude, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si, au revoir.